bien, bonjour les Chasselans et bienvenue sur la chaîne Il était une fois Chassieux. Je suis ravi de vous retrouver après ces grandes vacances d'été. J'espère que vous allez tous bien et on est reparti pour la troisième saison d'Il était une fois Chassieux et je vous invite à découvrir donc les Journées du patrimoine avec une exposition sur l'immigration des Italiens et notamment les Chasselans d'origine italienne à Chassieux, comme ils appelaient l'immigrazione. Alors j'ai pas un très bon accent italien mais j'essaye de faire du mieux que je peux. Et donc je vous invite aujourd'hui à aller découvrir l'exposition mise en place par Un air d'Italie et Aimer lire et patrimoine qui s'est focalisé entre guillemets sur les familles chasselandes italiennes, donc famille Ferro, Keltanella, Cianchetti, etc., etc. Donc voilà, je vous invite à me suivre. Donc c'est une exposition qui a lieu à la médiathèque. Donc vous pouvez voir, hein, médiathèque de Chassieux, organisée par le service culturel de la ville et avec l'aide des deux associations italiennes. Donc on va aller retrouver Yves Garot, que vous connaissez tous bien, hein, puisqu'il a l'habitude de travailler avec Il était une fois Chassieux en partenariat. Donc je vous laisse me suivre. Eh bien bonjour Yves, comment ça va? Bonjour Morgane, T'as ça passé va de très bonnes bien. vacances? Oui, Ouais. oui, Bon, j'ai pas fait ce que je voulais, mais c'est pas grave. Heureux de retrouver les Chasselans pour Il était une fois Voilà. Chassieux et Aimer et patrimoine. Pas de problème. Ouais, une nouvelle aventure, une troisième saison. Et ben allez, alors comme j'annonçais aux Chasselans, donc les Journées du patrimoine, l'immigration italienne. Je te laisse la Voilà. main. Donc nous avons travaillé conjointement avec la culture de Chassieux, Un air d'Italie et Aimer patrimoine à Chassieux. Et vous voyez derrière nous une partie de l'exposition que Là. l'on propose. Et là. C'est la partie qui a en particulier animé Un air d'Italie sur qu'est-ce que c'est que cette immigration italienne et comment ça s'est passé. Aujourd'hui, nous allons avant tout parler de Chassieux et donc nous allons atterrir tout de suite à Chassieux avec quels sont les Italiens qui sont venus à Chassieux en vous expliquant un peu ce qu'ils sont devenus. Bon, donc ça fait une dizaine ou une douzaine d'années qu'on travaille sur que sont devenus les Chasselans de façon très générale. Mais en particulier les Italiens, puisqu'il y a un certain nombre de familles italiennes qui sont présentées à Chassieux. Alors on a évoqué juste avant l'immigration, on ne va pas parler de comment s'est fait l'immigration, mais pour Chassieux, l'immigration c'est entre la guerre de 14 et la guerre de 40, la première arrivée des Italiens, la deuxième arrivée après la guerre de 40. Pour les Chasselans, les premiers arrivés 1924. Donc voilà, c'est ce qu'on présente en particulier sur ce tableau. La mairie de Chassieux à l'époque tenait des fiches de tous les arrivants. Donc on va trouver tous les arrivants par date d'arrivée et ceux qui avaient sur ces fiches, leur nom, leur prénom, leur date de naissance, leur lieu de naissance, où ils habitaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, etc., etc. Et sur ce panneau, on présente les arrivées entre 1924 et 1931. On peut faire encore mieux, mais bon, on s'est limité aux 7 premières années pour cette présentation. Ce qui représente à peu près 40 noms italiens différents, alors que si on veut voir dans sa globalité, on a trouvé 92 noms d'Italiens un peu différents. Tous ceux qui sont arrivés ne sont pas restés à Chassieux, mais d'autres ont fait sous Chassieux, puisque pour certains, depuis l'arrivée, on en est à la 7e génération. Chassieux, c'était quoi en 1911? On donne des chiffres, je ne veux pas vous présenter tous les chiffres. En 1911, quand on regarde le recensement de Chassieux, le nombre d'étrangers, c'est simple, zéro. Zéro Italien à Chassieux. Pas d'étrangers. Quand on est en 1921, ça augmente un petit peu, 16 étrangers, 13 Suisses et 3 Italiens. Les tout premiers, Les ils sont trois là. premiers Italiens. Les 3 premiers, mais voilà, on les voit habitants chez l'habitant et ils travaillent dans l'agriculture. Ils sont venus tout seuls, ils ne sont pas sûrs de revenir parce que très souvent ils viennent à travailler, gagner de l'argent, retourner chez eux. Et quand on regarde l'immigration italienne de façon générale, elle a eu lieu premièrement vers les États-Unis, deuxièmement vers l'Argentine,
troisièmement vers la France. Après, il y a d'autres pays, la Belgique, il y a eu beaucoup d'Italiens, etc., etc. Mais voilà. Et très souvent, les premiers qui venaient, ils venaient apprendre un métier, ils venaient travailler, ils retournaient chez eux. Et on voit comme ça, pour certaines familles qui sont venues à Chassieux, des gens qui sont partis aux États-Unis, ils ont travaillé, ils revenaient, ils ont travaillé, ils revenaient chez eux. Et comme ça, dans les 12 premières années de leur immigration, ils ont passé 13 ou 14 mois en voyage. Oui, parce que la traversée était longue à l'époque. Voilà, ils n'arrêtaient pas de revenir chez eux. Et très souvent, ces gens-là, au bout d'un certain temps, les Américains ne les acceptaient plus, et ils sont restés en France. D'accord. Voilà. On va revenir plus précisément à Chassieux. Chassieux, l'arrivée 1924. Si on regarde Chassieux en 1924, il y a des quartiers qui n'existent pas. Quand on est entre les 7 chemins et Chassieux, on voit que le quartier des Roberdières, les grandes Roberdières, les petites Roberdières, il n'y a pas d'habitation, il y a des champs. Il y a une ferme un peu perdue, la ferme Chabert, dont tout le monde entend parler, puisque malheureusement les Allemands la rasent à la guerre de 14 pour laisser libre les pistes d'avion. Quand on se retrouve en 1943, on voit que, effectivement, le quartier qui deviendra la future cité Ribot, on voit que ça commence à se remplir, et on voit que en face, les Roberdières commencent à se remplir. C'est pas énorme. On n'est pas comme aux États-Unis, au Canada ou ailleurs, avec ce qu'on appelait des petites Italies. C'est pas un quartier où il n'y a que des Italiens. C'est un quartier où il y a des Italiens, effectivement. Mais d'autres nationalités. Mais on trouve des Russes, on trouve des Polonais au début. Ça n'a jamais été un quartier 100% italien. Et puis il y a un monsieur, on en parle un tout petit peu, monsieur Rafis au milieu. Monsieur Rafis, il vient du sud de la France, tout bêtement. C'est même pas un étranger, c'est un étranger au village, mais pas un étranger en termes de nationalité. Donc effectivement, on va assez rapidement, dans ces années-là, voir arriver les Italiens. Les Italiens qui vont être bien acceptés par les Chasselands, parce qu'ils viennent travailler, oui, mais ils ne viennent pas travailler dans les métiers qui sont déjà ceux des Chasselands. Donc il n'y a pas une grande rivalité entre les Chasselands. Je ne dis pas qu'on ne les a pas traités de rital, qu'on n'a pas parlé des macaronis, qu'on aperçoit sur une photo à une époque de ce que l'on appelle le village en bois. Mais c'est sur une carte postale, et c'est les gens qui ont émis la carte postale qui mettent le nom de village en bois, de village nègre, alors que pour nous c'était village en bois avant tout. D'accord. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je peux dire sur ces gens qui arrivent? Ils viennent à Chassieux, parce qu'à Chassieux, on trouve ce qu'on appelle des garnis, ce qu'on appellerait aujourd'hui des meublés. Et parmi les gens qui, dans ces années-là, proposent des garnis, on va trouver Madame Villard. Des noms connus à Chassieux. Les Chevaliers, les Bressiennes, les Gilles, les Bourget, des noms bien connus sur Chassieux, les Mollards, mais aussi Agosti. Les Agosti, des gens qui arrivent et qui aussi proposent leurs frères et sœurs, des meublés pour les autres. Voilà. Alors je ne vais pas vous parler du nom des cités, comment c'est devenu, c'est beaucoup plus tard. On va essayer de rentrer un peu sur comment on fait pour arriver à Chassieux, et on va prendre l'exemple de la famille Ferraud. Famille très connue à Chassieux, avec qui j'ai eu la chance de travailler pour faire un peu leur généalogie. Donc effectivement, Aldo et son épouse avaient déjà travaillé sur la généalogie. J'ai repris beaucoup de choses qu'ils avaient fait. J'ai essayé de retrouver d'autres dates, d'autres ancêtres. Effectivement, aujourd'hui, on peut rajouter 4 générations au-dessus de celui qui apparaît en haut de cette généalogie, qui s'appelle Giacchino. Giacchino, c'est celui qui est arrivé à Chassieux. Giacchino, on le voit ici, là. On le voit au village en bois. Giacchino, son voyage, il est simple. Lui, il est parti de son petit village pour aller en Argentine. Il est parti avec son frère. Ils étaient une dizaine de son village à partir. Ils allaient pour construire le chemin de fer en Argentine. Ça ne lui a pas beaucoup plu, c'était pas très salubre. Il décide de revenir au village. C'est le seul à être revenu. Les autres n'ont malheureusement pas vécu très longtemps. Ils ont attrapé des maladies. Et son frère est décédé là-bas. Donc il n'a pas fait souche là-bas.
Donc Giacchino cherchait à travailler, donc c'est pour ça qu'il était parti en Argentine. Quand il rentre chez lui, il n'y a pas plus de travail, donc il retourne ce coup-ci travailler pendant 2 ans à peu près en Allemagne. Et il revient, parce qu'à chaque fois, il travaille, il gagne de l'argent, il revient, et c'est pour nourrir la famille qu'on travaille. Mais en travaillant, on cherche aussi à s'installer éventuellement, si on peut. Les tout premiers, c'est comme ça qu'ils font. Ils vont dans un pays, travaillent, ils reviennent au pays, ils ramènent de l'argent, etc., etc. Au bout d'un moment, eh ben, on prend la famille, on s'installe. En 1926, 25, ils ont contact avec l'entreprise Pitance. Pitance, bien connue sur Lyon aujourd'hui, construction de bâtiments, de BTP, etc. À l'époque, ils font un peu la même chose, ce sont des maçons, mais ce sont aussi des propriétaires terriens. À l'époque dont on parle, 1924, 1925, 1926, on est après la guerre de 14. On a plus d'1 million de personnes en France qui ont été tuées par la guerre de 14. On a plus d'1,1 million de personnes qui sont invalides. C'est-à-dire qu'on a tout un tas de gens qui manquent au travail. Ce manque au travail fait que la campagne voit perdre ses ouvriers agricoles qui vont vers les usines pour remplacer ceux qui travaillaient là, voire les femmes qui nous avaient remplacés dans les usines à l'époque. D'où l'entreprise Puissance demande à des Italiens de venir en tant que métayers dans leur village. Donc on retrouve Giacchino et sa famille à Bourganeuf, dans la Creuse. Et Bourganeuf, c'est un petit village où effectivement on retrouve la famille Giacchino, Giacchino Ferrero, son épouse Marie, son fils de la première épouse Antoine, Luigi, Giuseppe, Vincenzo et la fille Silvia. Belle petite famille. Voilà, donc toute la famille s'installe à Bourganeuf. Ils travaillent la terre pour la famille Pitance, mais les 2 fils, Luigi et Giuseppe, trouvent rapidement un travail comme maçon sur la région lyonnaise. Ils sont sur la région lyonnaise et effectivement, ils entendent parler de Chassieux qui ouvre à cette époque-là, du côté des Roberguières, le fait de pouvoir acheter des terrains. Ainsi, la famille Berlioz et la famille Courjus mettent en commun un bout de terre qu'ils offrent à la vente. En 1929, la vente est conclue et ils achètent, la famille Ferraud, 400 mètres carrés. C'est là qu'on va commencer à construire ce qu'on appelle le village en bois au début. Donc ça n'a jamais été que 100% en bois, mais voilà, ça ressemble un peu à ça. Mais très rapidement, on construit une maison. Et très rapidement, les autres frères arrivent, ils quittent Bourganeuf, et finalement, la famille, le père et la mère arrivent aussi. Et tout le monde s'installe là. Et on fait ce qu'on appelle par ailleurs des villages de castors. Tout le monde aide à construire la maison des autres. On s'entraide. Les maçons italiens, c'est bien connu. Et effectivement, nos Italiens qui sont venus à Chassieux ont quasiment tous construit leur maison. La première, mais aussi celle qu'ils occupent toujours aujourd'hui, les suivantes. Voilà, donc les Ferraud s'installent à Chassieux. Et assez rapidement, on retrouve plusieurs générations à Chassieux, au point que dans des classes, on arrive à avoir 3 Ferraud dans la même classe. On est dans les cousines. Il y a 2 sœurs et une des cousine. cousines. Voilà. Alors, au milieu de tout ça, ils se marient. Et très souvent, les premiers enfants de Giacchino retournent au pays pour trouver une épouse. D'accord. Donc, il y en a un qui trouve une épouse au pays, il va se marier là-bas. Puis le deuxième, il trouve la belle-sœur de la première, mais qui vient se marier ici avec le frère, etc., etc. Et dans le tas, il y en a un qui faillit à la règle. Alors, c'était pas une règle, mais c'était... On se mariait entre eux, entre Italiens, et très souvent, on allait chercher l'épouse qu'on avait laissée au pays. Au pays. Et là, il y en a un, parmi tout cela, qui choisit d'épouser une Française. Et il épouse Joséphine Tunk. Famille Tunk, qui vient
de Lorraine au départ, hein, quand on fait la généalogie de ces noms-là, on remonte vers la Lorraine. Le nom paraît un peu particulier, on m'a dit ça fait pas très français. Oui, bon, c'était vers la Lorraine, c'était plutôt français malgré tout, mais bon, voilà. Et malheureusement pour cette dame, malheureusement, ça s'est bien terminé, mais malheureusement, quand on épouse un Italien, comme elle le fait en 1932, Elle perd la on nationalité perd sa française. nationalité française. C'est ça. Qu'elle retrouvera en 1947, quand toute la famille Après la deviendra guerre française. française. Voilà. Ouais. Mais bon, ça n'empêche pas d'épouser un Ferro, Luigi, Et de fonder une famille. et de fonder une famille sans l'assentiment de sa famille, qui la renie. Qui la rejette, ouais. Voilà. D'accord. C'est pas pour ça que les Ferro n'existent pas. On a vu la liste, ils sont nombreux. Ils ont été très souvent présents. Il y a eu jusqu'à 18 personnes du nom Ferro présents en même temps sur Chassieux. Et voilà, la 7e génération arrive. On a vu le petit-fils passer devant ces panneaux dernièrement. Et Aldo Ferro aussi, qui... Voilà. Et Aldo, donc on va retrouver Aldo aujourd'hui avec son épouse, ses 3 sœurs, la livre. sa grand-tante. Ouais. Et vous les reconnaissez peut-être un peu moins là. Moi je sais où il est. Il est au milieu. Le Aldo petit garçon. est au milieu avec ses 2 parents. Et ses frères et sœurs. Hugo, Elda, Huguette. Voilà. Aldo Ferro sera le prochain épisode d'Il était une fois Chassieux, puisqu'il a accepté avec grande gentillesse une interview. Donc tous les chassants pourront découvrir l'histoire d'Aldo Ferro prochainement. Alors Aldo, pour nous, c'est un des anciens combattants. Oui, important. il fait partie aussi des anciens combattants. Il était très actif au sein des associations. L'association des anciens combattants. C'est un monsieur qui a fait beaucoup de choses à Chassieux. l'Algérie, aussi. Comme soldat. Voilà pour donner une idée de ce que c'est qu'une arrivée et un peu une saga familiale à Chassieux. Nos amis italiens, plein de noms circulent à Chassieux. On a essayé d'en faire une liste. Peut-être qu'elle n'est pas exhaustive. Elle comprend 92 noms pour l'instant. Des gens qu'on croit être arrivés dans les époques qu'on évoque, c'est-à-dire dans les années 24, 30 ou juste après la guerre de 40. On va trouver d'autres noms italiens sur Chassieux, quelquefois des gens qui sont arrivés beaucoup plus tard. Donc voilà une idée de la liste que nous avons établie et pour lequel, vu notre façon de travailler, on essaie de faire la généalogie. Généalogie qui commence à être un peu plus facile à faire puisque du côté italien apparaît ce qui s'appelle le portail des ancêtres, portale antenati, et on peut rechercher par ville et savoir tous les registres qui existent pour la ville. Alors quelquefois il y a très peu de registres, donc on ne peut pas remonter très loin. Quelquefois il y a énormément de registres et on peut remonter jusqu'au XVIIe siècle à peu près. D'accord. Si des chasselants d'origine italienne souhaitent avoir des renseignements, est-ce qu'ils peuvent vous contacter, Émairie Patrimoine, et voir s'il y a possibilité de... Alors moi, je suis demandeur d'avoir leur histoire. D'accord. Et chaque fois qu'ils me racontent leur histoire, ils me donnent des informations. Mais moi, tout ce que je trouve, ça sera à leur disposition. Aujourd'hui, on a des bribes de généalogie pour une 50aine de familles. Mais je vous ai évoqué 92 noms, donc il y a encore du travail à faire. Et vous avez plein de choses à nous apprendre, qui va nous apprendre aussi ce qu'est Chassieux aujourd'hui. Voilà. Et donc là, maintenant, on passe à la famille Muraro, parente au Ferro. Voilà, donc effectivement, nos amis italiens se marient entre eux. Donc on va retrouver la famille Muraro, qu'on va assez aussi rapidement relier à la famille Ferro, puisqu'on va retrouver Aldo sur cette description qui a été faite d'un bout de généalogie, où effectivement la famille Ferro est associée au Capellaro Mafalda, mais aussi Orsortelli et aussi au Muraro. Voilà, donc les Italiens se mariaient entre eux, souvent le premier mariage est entre Italiens, mais très rapidement on se marie avec des Français, ça pose pas de problème, même si, comme je l'ai évoqué juste avant, le problème est vis-à-vis de la France et de la nationalité, mais pas vis-à-vis des personnes. Ah oui. Voilà. Donc, la famille Muraro, tout le monde connaît les Muraro, en particulier par Patrick aujourd'hui, mais il y a d'autres personnes qui ont marqué l'histoire de Chassieux et tout le monde a connaissance
Du grand pianiste, du Roger. pianiste connu dans le monde entier, Eh oui, tout à fait. qu'on n'a pas eu la chance d'avoir à Chassieux, mais qui était venu quand même faire un concert pas loin à Genasse. Oui, Voilà. exactement. Donc, mais ce monsieur est connu aussi bien à Parme ou à Milan, donc dans son Italie, pas natale, mais Familial. ancestrale, Ouais. aussi bien qu'à Paris ou Tokyo, ou, voilà. 4 coins du monde. Aux quatre coins du monde. Bon, on l'a revu malheureusement pour la famille il y a peu de temps, puisque effectivement, Rosa Fanelli nous a quittés récemment. Pas eu le même parcours que les Ferraud, parce que les Ferraud, ils ont été baladés dans le monde. Eux, ils ont eu un parcours un peu plus classique pour des Italiens, en passant plutôt par le sud de la France. Quand on regarde en 1911, je disais tout à l'heure, Chassieux, 0 étranger. En 1911, 25% de la population des Alpes-Maritimes sont italiennes. Donc, et 25% des habitants de Marseille sont italiens. En 1911. Oui. Voilà. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'Italiens à Lyon en 1911, hein, puisque là, la relation avec Lyon et les Italiens elle date du XVe siècle, hein, puisqu'on va trouver le musée Gadian, les Gadiani, etc. Et donc, il y a énormément de marchands qui ont fait beaucoup de choses pour Lyon, d'où les livres qui sont parus à l'occasion de certains événements, Lyon l'italienne. Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dans l'imprimerie, en particulier chez les Italiens, et qui ont permis justement d'avoir des livres et de raconter leur histoire. Voilà, donc on va trouver cette famille Muraro présente à Chassieux, oui, mais présente à Genasse, présente dans les environs. Donc ils sont plus larges dans la région que la famille Ferraud, bon, qui a quand même un peu, c'est dispersé un peu aujourd'hui, mais avec une assise à Chassieux beaucoup plus importante pour les Ferraud que pour les Muraro, bien que tout le monde se rappelle de Jean Muraro. Donc effectivement, Roger Muraro est le fils d'Antonio Muraro, qui est arrivé à Chassieux, mais c'est pas le premier arrivé, il y avait d'autres gens qui étaient arrivés avant lui. Et Antonio Muraro et son frère Paul, ils avaient Marie Capellaro en commun, les Capellaro, avec les Ferraud. Voilà, qui sont beaux-frères et belles-sœurs entre les Ferraud et les Muraro. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vous raconte beaucoup de choses d'autres. Tout le monde connaît les Capellaro et les Muraro. Et on reconnaît la troisième sœur, Marie. Qui s'est mariée avec un Muraro. Qui s'est mariée avec un Muraro. Qui habite à Genasse. Et qui habite à Genasse aujourd'hui. Voilà. Antoinette Muraro, née Sportelli de Chassieux, qui était mariée. Et effectivement, quand on cherche les musiciens, ben oui, on va les trouver là, et on va trouver effectivement Liliane, Martine et Roger. Liliane, Martine et Roger. Mais effectivement, c'est la musique Genassienne. Harmonie de Genasse, ouais. Voilà. Alors, quelle autre famille voilà, y a-t-il à Chassieux? Plein d'autres familles à Chassieux. Famille connue aussi. Catanella, famille connue. Donc effectivement, on trouve des éléments intéressants. Ils viennent aussi de la banlieue de Venise. Parmi les chasseurs, il y a pas mal de gens qui viennent de la région de Venise, la Vénitie. Alors, temps en temps du côté plutôt de Mantoue ou de Padoue, etc. Mais bon, c'est beaucoup de Vénitiens. Et là, on voit en photo la maison donc, de Joseph et Annie Catanella. Totalement. Qui est route de Genasse. Qui est route de Genasse. À l'entrée donc de Chassieux, et on voit le fameux panneau Michelin. Un panneau, c'est plutôt une entrée de ville. Une entrée de ville Chassieux qui date d'il y a très 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 longtemps et qui est l'une des plus vieilles pièces de Chassieux, on va dire, parce qu'il n'a pas bougé depuis. Alors cette photo, depuis, la maison a été rénovée, hein, si je ne dis pas de bêtises. La maison a été rénovée, oui. Ouais, mais le panneau y est toujours. Et quand vous venez de Genasse et que vous rentrez dans Chassieux, on le voit bien, et c'est vraiment une très belle pièce de l'histoire de notre ville. Et c'est une pièce intéressante parce qu'elle marque Chassieux-Isère. En Isère, oui. Nous sommes officiellement en Isère depuis dans le Rhône depuis le 1er janvier 1968 pour une décision qui a été prise le 27 décembre 1967. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans la famille Catanella, c'est que
Joseph et Annie, que vous reconnaissez tous aujourd'hui. Ils se sont rencontrés À l'école. à l'école quand ils Ils étaient étaient dans la jeunes. même classe en 49-50. Voilà. Alors, il y a le nom de l'institutrice ou pas? Par curiosité. Et l'institutrice, elle n'est pas sur Elle est pas sur la photo, hein. sur la photo, donc l'institutrice, elle n'apparaît pas. Par contre, on a effectivement, on voit des, Il y a des noms des noms qui sont très connus. très- Guillaume Bataille, Munoz, Quentin, Perrin, Paillet, Bibot, bah oui, Bibot c'est bien connu. Munoz, Vachon. Ah, Marcel Voilà. Vachon, oui. Oui. Charvolin, donc c'est donc Annie. Mhm. Perret et Perrin, des noms que certains. Alors, ça, pour les chasselands qui nous regardent sur internet, hein, c'est les grands-parents, arrière-grands-parents. Voilà une belle photo d'école de 49-50. Et donc à l'école, c'était à la mairie. Cette Oui, photo, a c'était en face de la priori, mairie. cette photo, a priori, alors par déduction, je pense que ça devait être le préau qui était derrière la mairie, parce Ouais. qu'on voit les deux pieds là. Ouais. Et j'avais retrouvé une vieille photo de la mairie de vue d'hélicoptère où on voyait le préau. Mhm. Et voilà, donc photo d'après-guerre. Voilà. Et donc la famille Catanella, elle apparaît au recensement de Chassieux En 31. dès 1931. Ici. Hop. Antonio, Yvonne, Serge, René. C'est ça, hein? Voilà, c'est bien ça. J'ai encore une bonne vue. Et Antonio Caltanella donc, a été naturalisé en 31 par Oui. décision du ministère de la Justice. Totalement. Donc effectivement, on a la chance que Antonio a transmis à ses descendants un document comme ça, puisque pour nous aujourd'hui, on en trouve peu. Ouais. On trouve avant tout le fait qu'il soit naturalisé, inscrit dans les journaux officiels Mais pas le de la document République, officiel. Ouais. mais pas le document qui a été fourni à la famille. Il fallait bien voir que dans ces années-là, on leur adresse le document qui en même temps ont reçu, parce qu'ils ont acheté la naturalisation. Il y a quelques Italiens, quand même pas un petit nombre, mais important, qui n'ont pas eu à payer, parce que ils avaient 7-8 enfants et que ça coûtait très cher. Donc il y a des fois, il y a des familles importantes qui n'ont pas eu à payer la naturalisation. Mais bon, il y avait un minimum à payer pour se naturaliser. Et c'était important d'être naturalisé pour nos Italiens qui arrivaient, puisque dans ces époques-là, quand on voulait travailler, on ne gagnait pas du tout la même chose quand on était français ou italien. Pour faire simple, c'était du simple double pour un homme. Alors imaginez quand vous êtes une femme italienne seule, ben vous ne gagnez pas comme un homme, hein. C'est plutôt la moitié d'un homme. Donc c'est plutôt le quart d'un homme français qu'on gagne. Voilà, donc c'est intéressant d'avoir ce genre de document. Intéressant puisque, comme on peut le voir sur certains panneaux de la partie exposition immigration, on demandait souvent des papiers, et encore des papiers, et toujours des papiers. On n'a pas changé en France, on était papiers. Et on Très procédurier. Des procédures et des procédures et des procédures. Et entre le moment où on demandait une naturalisation et on l'obtenait, il se passait quelquefois 2 ans. Ah oui, quand même. Ah, ça se faisait pas du jour au lendemain. C'était pas immédiat. Voilà. On ne pouvait pas parler de toutes les familles, donc on va donner un autre exemple, la famille Curzio. Alors effectivement, ça parle peut-être pas beaucoup aux Chasselands. Ah, c'est un nom que je connais pas. Parce que les Curzio ne sont pas restés aux Chassieux. Voilà. Okay. Donc, c'est le grand-père Curzio, Pietro, qui vient pour travailler, comme je l'évoquais tout à l'heure, et qui a travaillé pendant 6 ans. Mais lui-même disait, je n'ai que travaillé que 5 ans à Chassieux, parce qu'avec les voyages et les retours pour aller en Italie, il dit, ben non, sur les 6 ans, je n'ai dû travailler que 5. Il le disait en plaisantant déjà à l'époque. Ce monsieur est rentré par Chassieux, a fait venir sa famille par Chassieux, mais très vite, ils vont s'essaimer un peu du côté de Saint-Priest, beaucoup dans l'Ain, et donc on va les voir s'égayer ailleurs, mais ils auront vécu et rentré en France par Chassieux, obtenu la naturalisation à Chassieux. Voilà. C'est un exemple un peu particulier, mais avec ceux qui représentaient un peu l'italien à l'époque. Il arrive, il a de la moustache. Ils étaient souvent moustachus. Voilà.
Et donc, alors, si c'est une famille qui n'est pas restée, comment est-ce que vous avez pu trouver toutes ces anecdotes? Alors on trouve des anecdotes, puisque Robert Michel, qui nous a aidés, qui avait travaillé depuis une douzaine d'années sur le sujet, a pu rencontrer des gens qui les connaissaient, etc., et avoir de l'information. D'accord. Sinon, on arrive à trouver des choses par la naturalisation. On trouve, comme je l'ai dit, sur les journaux officiels. Et puis, quand on trouve la naturalisation, très souvent, 90% du temps, on trouve habite à tel endroit. D'accord. Et c'est là où on s'aperçoit que, Ok. ben oui, c'est ici qu'il a demandé, mais c'est là-bas qu'il habite. Il n'habite plus avec nous, il habite à... Voilà. Et une particularité des Curzio, ils viennent du sud de l'Italie. Ils viennent des Pouilles. Ok. Voilà. Donc on n'a pas beaucoup d'habitants des Pouilles qui Ouais. sont venus à Chassieux, puisque l'immigration italienne à Chassieux, c'est comme je l'ai dit, la Vénitie, le Latium, on l'a vu avec Autour de Rome. autour de Rome, Mhm. voilà. Et pour certains, Denise Langui, tout le monde connaît Denise Langui Ouais. à Chassieux, c'est la région de Cuneo. Donc D'accord. c'est plutôt le Piémont. Ouais. Et effectivement, nos amis en d'Italie, ils travaillent beaucoup avec les Savoies. Mhm. Et les gens qui sont venus du Piémont, les Vaudois en particulier, qui ont traversé la frontière. Et effectivement, quand on parle de venir à pied, ceux-là, ils ont peut-être de temps en temps traversé le Mont-Cenis Oui. ou le Les Saint-Bernard à Alpes, pied, les Alpes italiennes, ouais. etc. D'accord. Alors que quand on vient des Pouilles, C'est on n'a plus peut-être pas compliqué. fait complètement le Ouais. chemin à pied. Et dans les années 40, on vient en train. Mm. On arrive en train. Et quelquefois, on remonte la vallée du Rhône pour arriver. Les Ciocchetti, c'est peut-être un peu plus connu Ah, bah sur les Lyon. Ciocchetti, bien sûr. Hein, notre ami, Tony. Eh ben Tony, oui, bien connu tout le monde le Tony, reconnaît. notre ami le pêcheur. voilà. Donc là, on est sur des gens du Latium, hein, de Frosinone, de Mhm. la région de Frosinone. Et donc ces gens-là arrivent dans les années 27 sur Chassieux. Et effectivement, avec un métier qui le fait connaître de tout le monde. Mhm. Et avec quelques photos originales, là, puisque la famille de Les enfants, Ciocchetti, les enfants de Tony, d'ailleurs, ces enfants suivent Il était une fois sur Chassieux et je pense que cette photo va leur rappeler des souvenirs. Et pour les autres Chasselands qui connaissent pas la famille de Ciocchetti, Tony habite la maison qui est rue Victor Hugo, sur le haut de Chassieux, et c'était l'ancien café Bernard. voilà. Alors ça a bien changé depuis, hein, mais c'est vrai que c'est des très très beaux, très très belles photos souvenirs. Et Tony est marié avec Anne Chaffringean, Tatinani, qui n'est autre que la fille des Chaffringean qui tenait le Spar qui était place de la République vers Ouais. le café Vachon. Oui, Mm. oui, totalement. La sœur de Tati, Hélène, qui habite aussi donc dans le bâtiment. Donc effectivement, quand on évoque les Ciocchetti, on peut évoquer beaucoup d'autres familles, comme c'est Mhm. marqué ici, hein, puisqu'ils, tenant des bars, se Et- réunissaient dans ces bars-là. Eh ben oui. Les autres familles, les Fabrizi, les Parentais, les Gnot, les Belli, les Sorigny, etc., Aponi. Voilà. Donc on a beaucoup de gens qui faisaient des rencontres entre eux, entre Italiens. Mais en réalité, le principal lieu de rencontre des Italiens avec le Chasseland dans ces époques-là, c'est ces dames et c'est l'église. Et tout à fait. On a la même religion, on va à l'église, La même culture. on discute, Mm. et effectivement, On se les rapproche. hommes, ils sont peut-être au cachepé Vachon, mais les femmes se rapprochent. Ah, c'est et pas voilà, très loin, et hein, on- ouais, tout à et fait. on participe et on s'intègre très vite. Ouais. Première raison, à mes yeux, effectivement, cette promiscuité de culture. Hein. Ils sont passés par là, il faut bien se rappeler, Mhm. les Latins à une époque, hein, Ouais. puisqu'on a des restes de villages gallo-romains pas loin, Mhm. hein, qui Ouais, nous habitent. sur le nord de Chassieux, près Donc de la Rocade. la ouais. culture Est restée. latine nous avait imprégné déjà Mhm. depuis un certain temps. C'est des Italiens, ils nous ramènent cette culture-là et ils nous ramènent la richesse. Les musiciens, ils aiment bien la musique La et ils maçonnerie. aiment bien la maçonnerie Mhm. et le travail bien fait. Mhm. Voilà, donc on s'intègre assez facilement à Chassieux et on participe à la vie de Chassieux très rapidement. Donc avant de passer au Oreste Zinesini,
on va parler de Nicole Belgrand, que tout le monde connaît à Chassieux, tout le monde connaît à Émilière et Patrimoine, et que les Chasselands ont pu voir aussi l'épisode et son interview sur la précédente saison. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'héritage et la famille de Nicole Belgrand, Yves? Alors Nicole Belgrand, ben, c'est une autre partie de ce qui est l'Italie aujourd'hui, hein, puisque l'Italie, géographiquement, ça existe depuis longtemps, politiquement, ça existe depuis peu de temps. 1861, c'est là où effectivement on réunit tout un tas de provinces, de duchés, etc., qui constituent l'Italie. Et parmi ces Italiens, il y a la Sardaigne. Eh oui. Et une partie de la famille de Nicole Belgrand, c'est la Sardaigne. Bien de la Sardaigne. Et de la Sardaigne pauvre, parce qu'ils sont loin de Cagliari. C'est avec ces braves gens qu'on aperçoit, qui sont les ancêtres de notre... C'est les grands-parents de Nicole, la famille Auru, et puis là, ils ont quitté leur petit village à dos d'âne pour monter à Cagliari pour prendre un bateau et pour remonter vers chez nous. Alors quand je dis vers chez nous, c'est vers la France. France qui pouvait s'apparenter plus ou moins de temps en temps à l'Italie, puisque le comté de Nice est devenu français, c'était le comté de Nice, c'était pas l'Italie, mais voilà. Donc on a toujours une interpénétration des Italiens et des Français. Mais là, on s'éloigne un peu puisqu'on est en Sardaigne. Et ce que je discutais avec Nicole, en fait, son grand-père est parti au Brésil. Il n'a pas voulu rester. Il est revenu en France. Enfin, il est revenu en Italie et puis en Sardaigne. Et après, il est reparti en France. C'est ça. Alors, ça fait partie effectivement, du voyage des Italiens pour arriver en France. Très souvent, ils passaient par la France pour partir ailleurs, aux États-Unis. Aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Beaucoup en Argentine, mais effectivement, il y en a qui sont partis au Pérou, au Brésil, etc. On ne partait pas trop au Brésil, parce qu'on c'est portugais, la langue au Brésil, mais effectivement, c'est arrivé. Et c'est le cas de la famille de Nicole Belgrand. Ils sont partis au Brésil. Puis là. Ils n'ont pas fait affaire, entre guillemets, ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient pour s'installer correctement. Donc, il faut bien voir qu'ils quittent la Sardaigne, ils vont à Gênes, ils prennent un bateau pour le Brésil. Et ils reviennent à Gênes, et après, ils vont venir plutôt en France. Le fameux vapeur Colombo. Voilà. C'est ça. Et à côté, je vois, je vois qu'il y a aussi une famille qui venait des Pouilles. Tu nous en as parlé tout à l'heure, la famille Chédia. Chédia, c'est ça, hein? Oui. Et là, j'ai aperçu le témoignage du petit-fils. Oui, c'est ça. Qui a eu la chance de vivre avec son grand-père un voyage en Italie. Alors, effectivement, pardon. Vas-y. Alors, effectivement, nos Italiens rentrent chez eux. Ils sont pas loin. Hein, ils ont cette chance-là. Quand on évoque notre ami Robert Michel, qui a beaucoup œuvré là-dedans, il était très content. Il a passé 5 jours avec ses enfants dans la maison du grand-père il y a très peu de temps. Et tous les Italiens se débrouillent et font. Paulette Frali, notre trésorière aujourd'hui, elle n'est pas là, elle est en Italie, dans sa famille. Voilà. Retour aux sources. Voilà. Donc elle est du côté de Florence, elle est voilà. Et c'est vrai effectivement, il y a tout un tas de gens et il y a beaucoup de grands-pères qui sont très fiers de montrer à leurs petits-enfants d'où ils viennent. C'est la chance qu'a eu ce monsieur, Tom. Parce que c'est un monsieur maintenant, c'est 12 ans là, le témoignage. Ah oui, d'accord. Donc voilà, c'est un jeune adolescent à l'époque, maintenant c'est un jeune adulte. Homme. Voilà. Et donc, c'est la découverte de où habitaient les ancêtres, qu'est-ce qu'ils y faisaient, quelle était leur vie, et l'explication un peu de pourquoi ils sont partis d'Italie. Effectivement, l'Italie, ça manquait un peu de possibilité de travail et de se nourrir. Donc les gens sont partis pour ça. Mais quand on a fait un tour en Italie, le petit garçon il dit quand est-ce qu'on y retourne? C'est vrai que ça fait partie. Et quand on est italien, alors moi j'ai qu'une petite branche italienne dans ma famille, mon arrière-grand-père, j'ai vécu en 1958, j'étais très jeune, j'avais 5 ans avec lui. Et très honnêtement, quand je vais en Italie, je me sens chez moi, ce qui ne m'arrive jamais quand je vais dans un autre pays.
C'est marrant parce qu'en parallèle, j'ai aussi fait le pèlerinage avec mon grand-père avant qu'il décède à Bilbao, d'où il était originaire en Espagne. Et c'est vrai que le fait de découvrir d'où il vient, pourquoi il est venu, pourquoi il est parti, et de revoir la famille, etc., c'est vrai qu'on se sent chez nous et on a toujours cette fibre patriote des racines, malgré le fait qu'on... Enfin, pas malgré, mais même si on est français, on est né français. Mais c'est vrai que c'est de belles pages d'histoire à garder et à partager avec nos enfants maintenant. Ouais. À raconter. Ouais. Oui. Alors Yves, pour terminer cette très belle exposition sur l'histoire de l'immigration italienne à Chassieux, tu finis la présentation avec le très réputé Oreste Zenesini, que tout le monde connaît par le nom de la rue, mais qui, je suis sûr, ne connaissent pas le personnage. Voilà, effectivement, on ne peut pas passer À Chassieux. au travers de l'Italie à Chassieux sans parler de la famille Zenesini, Ouais. et en particulier d'Oreste. Donc la famille Zenesini arrive à Lyon dans les années 1926, puisque quand on regarde la généalogie de cette famille, les 5 premiers enfants naissent en Italie, dont Oreste, mais les 2 derniers naissent à Lyon. Voilà. Mais rapidement, la famille vient à Chassieux. Le papa, Luigi, ils sont nés du côté de Modane. Le papa Luigi meurt malheureusement très vite, en 1929 à Chassieux. Les 3 autres, ils sont en région lyonnaise. Et donc c'est la maman qui va demander la nationalité française. Et on trouve sur le journal officiel Tout à fait. Dossolina Bertolini, ouais. veuve Zenesini, avec ses 7 enfants. Ouais. Et quand on regarde précisément, elle habite Chassieux. C'est marqué juste à côté. Habitant Chassieux. Ayant 7 enfants mineurs. Tout à Ayant fait. 7 enfants mineurs. Et celui-là, il est disponible sur Internet, cet article. Je l'avais trouvé. Ouais. Voilà. Donc, on a cherché un peu, on a fait la généalogie, on trouve que les 2 sœurs de Oreste se sont mariées à Chassieux et qu'il y a des descendants. Il y a d'autres personnes et je suis en contact avec une dame, et je vais essayer d'en savoir un peu plus sur la famille, qui s'appelle Laure Zenesini et qui habite Chassieux. D'accord. Chassieux qui habite Lyon, excusez-moi. Oreste, lui, quand il a l'âge, il devient ouvrier textile à la Taz. Comme au moins ses 2 sœurs et sans doute un frère aussi. D'accord. Ils étaient ouvriers à la Taz. Et Aldo Ferro, dont on a parlé tout à l'heure, se souvient. Oui, il l'a connu. Il partait à vélo pour la Taz. Mhm. Voilà, donc ils allaient travailler à vélo. La tasse qui était à Vaux-en-Velin. Qui était à Vaux-en-Velin, oui, le textile artificiel du Sud-Est, Voilà. qui était à Vaux-en-Velin. Donc, tout se passe bien. Malheureusement pour tout le monde, arrive la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Notre Oreste Zenesini est pris dans l'armée française et va combattre en envahisseur allemand. Donc il est au 4e bataillon de chasseurs et ce bataillon est associé à un bataillon de chars commandé par le colonel de Gaulle à l'époque. Ouais. Et malheureusement, on demande à ce bataillon de se replier comme toute l'armée française pour essayer dans un premier temps de protéger Paris et puis de se replier pour éviter d'être pris par les Allemands. Bon. Dans tous ces replis, le général de Gaulle finit par s'échapper et aller à Londres. Angleterre, oui. Par contre, Oreste Zenesini est fait prisonnier. Et fait prisonnier est envoyé dans un stalag. Donc on est dans la région dite de Bonn-Düsseldorf. Donc on voit Dortmund. En Allemagne. On est à la frontière hollandaise. Oui. Et voilà le petit village dans lequel il se retrouve comme prisonnier. Il sera prisonnier environ 2 ans. Alors, on trouve ça dans une liste qui est une liste officielle, hein, c'est pareil. On trouve ça à la Bibliothèque nationale de France, il n'y a aucun problème, on trouve facilement ces informations. Avec un seul souci quand on trouve des informations sur Oreste Zenesini, quand on parle du soldat, très souvent on l'appelle Antoine. D'accord. Alors qu'il ne s'appelait pas du tout Antoine. Et que quand on regarde le titre, on voit alias Zéné. Ouais. Quand il était résistant, on l'appelait plutôt Zéné. D'accord. Voilà. Donc, il est fait prisonnier et en 1942, Pétain est au pouvoir. On a conclu des accords avec les Allemands. On commence à envoyer des ouvriers volontaires en Allemagne. Oui, c'était où, ouais. Alors, c'était des ouvriers volontaires au départ. C'était, d'accord. C'était après qu'est arrivé le STO. Voilà.
Et comme ça ne marchait pas bien les volontaires, Ils sont parce que passés, quand on a envoyé quelques volontaires, ils se sont aperçus comment ça marchait, il y avait de moins en moins de volontaires. Ouais. Donc on a fait le STO. Donc que ce soit les volontaires au début ou le STO après, quand on envoyait un certain contingent d'ouvriers, on libérait un certain contingent de prisonniers. Français. Donc on reste libéré en 1942. Pas d'éléments particuliers sur les circonstances de ce retour au pays, mais bon, on sait qu'il revient à Chassieux, il retrouve son emploi à la Taz, et dans le même temps, il rentre au Coq Enchaîné. Oui. Au Coq Enchaîné, c'est des maquisards Groupe de résistants, ouais. qui travaillent, entre guillemets, entre le Rhône et la Loire, Mhm. particulièrement dans la vallée d'Azergues. Mhm. Et si vous êtes allé dans la vallée d'Azergues et dans la limite de ces terrains, vous avez une ville qui s'appelle Chambostal, Longue-Seigne, Mhm. où il y a un monument mort consacré au Coq Enchaîné et sur lequel il y a 104 personnes présentes, D'accord. dont Oreste Zenésini. Ok. Voilà. Oreste Zenésini, maquisard, malheureusement pour lui, est dénoncé. Et le 17 mai 1944, la Gestapo débarque à la Taz et récupère les Zenésini. Ce jour-là, Oreste est présent et sa sœur Éléonore est présente. Ils se retrouvent tous les deux au Fort À Montluc. Montluc, ouais. Pas dans la même cellule, parce qu'il y a une femme et un homme, mais ils sont tous les deux au Fort Montluc. Pour Éléonore, elle restera un certain temps, jusqu'à la libération. Quand le Fort Montluc est libéré, elle sera libérée et pourra rentrer chez elle. Pour Oreste, ça se passe moins bien, puisque le 14 juin 1944, un convoi militaire qui retourne vers l'Allemagne est attaqué Par la à résistance. Saint-Didier-de-Fernand. En réalité, c'est une attaque pour les retarder. Ouais. Il y a un piège qui doit se refermer sur les Allemands un peu plus loin, où les maquisards vont relativement exterminer ce convoi. Mhm. Mais à l'endroit où ils ont été attaqués, la Gestapo décide de faire un exemple. Oui. Débarquent à Montluc, ils prennent 30 personnes au hasard. Direction la Gestapo, qui était place Bellecour à l'époque, au numéro Ouais. 33. 33, ouais. Ils remontent la Saône, ils vont à Trévoux, direction Saint-Didier-de-Fernand. Ils s'arrêtent au milieu d'une route, ils font descendre les prisonniers 4 par 4, ils les détachent, on les envoie dans un champ et on les abat 4 par 4. Sur les 30, il y en a 2 qui réussissent à s'en sortir, ils sont blessés, ils font les morts, c'est un peu en dessous des autres. Et grâce à ces 2 qui ont survécu, qui ont été récupérés par les gens de Saint-Didier-de-Fernand, qui les ont soignés et qui rapidement les ont envoyés aux résistants à Trévoux, Ouais. on peut identifier des corps. Il a fallu attendre 1995 quand même pour identifier le dernier. Donc on a mis un certain temps, mais bon, on l'avait assez rapidement, 28, puis après 29. Ouais. Voilà. Malheureusement, dans les 28, il y a 2 Chasselands, Oreste Zenésini et Maurice Ribaud. Tous les 2 un peu associés à l'Italie, oui. Puisque la cité dans laquelle les Italiens sont arrivés, les Ferro, les Caltanella ou d'autres, il y avait notre ami Rafis qui est passé par là, mais c'est pas un Italien lui. Et ben voilà, ça s'appellera la cité Ribaud. En hommage à ces personnes, et que Maurice Ribaud habitait là-bas. Ouais. Et par contre, chemin de la Valla, où habitait la famille Zenésini après le décès du père. Oui. Avant le décès du père, ils habitaient rue des Rieux, c'est la rue du Progrès. La rue du Progrès. Ouais. Ils habitaient ensuite, voilà, chemin de la Valla. Et ben le chemin de la Valla devient la rue Zenésini en mémoire de ce monsieur. Quand on va à Saint-Didier-de-Fernand, il y a un lieu-dit qui s'appelle Roussille, où a été construit un monument très rapidement en 1946. On inaugure le monument et on va trouver un bas-relief de M. André Tajana et on va trouver dans la liste des 28 noms le nom d'Oreste Zenésini marqué Antoine Zenésini. Ce monument sera complété par une stèle supplémentaire, les 2 qui sont décédés après, mais qui faisaient partie de la fusillade. Il y en a un qui a vécu 4 ans de plus, il y en a un qui a vécu jusqu'en 1972. Voilà. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que un peu plus tard, en 1947, dans le journal officiel, on trouve
des soldats et des soldats des FFI qui sont promus à un grade. Et on trouve notre ami Oreste Zenesini, qui en 1947 est nommé sergent-chef en date du 1er juin, c'est-à-dire 15 jours avant, 15 jours avant d'être l'exécution. fusillé. Donc, pour la France, il est mort pour la France, il était fusillé en tant que sergent-chef. Ce qui fait que ses enfants, je n'ai pas trouvé encore le lien, mais je suis persuadé qu'il y a des enfants. Oui. Ils ne devaient pas être mariés, mais les enfants sont devenus pupilles de la nation. Donc, c'est un peu ce que j'espère trouver en rencontrant des Zenesini qui existent encore à Lyon. D'accord. Alors, j'ai juste une petite précision, c'est que je vois écrit Oreste Zenesini avec un Z et Oreste Zenesini avec un S. Si tu regardes précisément tout ce que j'ai mis, il y a des S et il y a des S et des Z. Tout à et il y a fait, les deux qui existent, les deux orthographes existent. Et c'est la même famille. C'est la même famille. D'accord. C'est la même famille. C'est toute une histoire d'écriture de l'époque, j'imagine. Voilà. C'est la retranscription phonétique. Voilà, un peu phonétique, avec la prononciation de nos collègues italiens qui prononçaient à l'italienne, qui ne se traduit pas exactement de la même façon en français. Tout à fait. Voilà. Donc effectivement, il y a des S, il y a des Z. Ouais. Je lui ai gardé son Z parce qu'il apparaît avec un Z. J'ai mis souvent un S à ses frères et sœurs. Sur le panneau de la rue, c'est un Z aussi. Et voilà, c'est un Z sur le panneau de la rue. J'ai remis un Z puisque j'ai trouvé un Z sur l'acte de naissance de son papa. Voilà. Mais en France, ça s'est souvent traduit par un S. Okay. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Eh ben, Maurice Ribot, il a donné son nom à la cité Ribot. Voilà. Et la cité Ribot qui est en face du Golfe. Celle qui est en face du Golfe. Ce dont on a parlé tout à l'heure avec la famille Ferro et les autres familles italiennes arrivées à Chassieux. Totalement. Merci beaucoup Yves pour cette superbe exposition sur l'immigrazione des Italiens à Chassieux. J'espère que les Chasselans, cette exposition vous aura plu. Je passe le bonjour à toutes les familles italiennes de Chassieux. Alors je ne vais pas toutes les citer parce que je suis sûr que je vais en oublier, mais le cœur y est. N'hésitez pas à contacter Emélir et Patrimoine si vous avez des questions sur vos familles, sur l'immigration italienne. Yves se fera un grand plaisir de vous répondre et de vous aider si vous avez des recherches à faire. Merci aussi à la ville de Chassieux de nous avoir donné accès à l'exposition. Yves, est-ce que tu as un mot à adresser aux Chasselans? Je te remercie du travail qu'on fait ensemble et qui nous permet de proposer effectivement cette exposition et de la faire voir au plus grand nombre. Ouais. Effectivement, nous sommes à la disposition des Italiens, mais aussi des Espagnols ou des Chasselans tout simplement. Ouais. Pour évoquer leur famille, leur histoire. Donc on est présent, en particulier les gens qui nous occupons d'histoire locale, au Caravane Théâtre, tous les jeudis en début d'après-midi. Voilà, n'hésitez pas à les contacter. L'adresse mail, je la mettrai sur la vidéo. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine interview qui normalement devrait être celle de Aldo Ferro dans la continuité de cette exposition. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, il était une fois Chassieux, c'est vous, il était une fois Chassieux, c'est nous. Merci à tous et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir Au revoir tout le monde.